Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. C'est un départ très attendu et porteur de sens. Le Andala s'apprête à lever l'ancre depuis l'Italie, direction Gaza. À son bord, des activistes venus de plusieurs pays déterminés à briser le blocus israélien qui asphyxie et tue la population gazaoui. Parmi eux, des humanitaires, des journalistes, mais aussi deux élues françaises, Gabrielle Catala et Emma Fourreau. Le Andala, membre de la Flottille de la Liberté, marche dans les pas du Madeleine, parti il y a quelques semaines pour la même mission. Ce précédent bateau avait été intercepté par l'armée israélienne, ses passagers arrêtés, puis emprisonnés avant d'être finalement relâchés. À l'heure où la communauté internationale détourne les yeux, où les gouvernements européens persistent dans l'inaction, Emma Fourreau et Gabrielle Catala vont prendre la mer avec la Flottille de la Liberté pour rappeler à la France, à l'Europe et au monde leurs responsabilités face à l'horreur. Elles sont avec nous. Entretien. Emma Fourreau et Gabrielle Catala, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, Emma Fourreau, je vais commencer par vous. Vous êtes actuellement en Italie. Vous allez partir bientôt sur un des bateaux de la Flottille de la Liberté. Je l'ai dit, pour briser le blocus humanitaire imposé à Gaza. Et on sait ce qui est arrivé à Rima Hassan ou à d'autres partis, eux aussi, sur un bateau de la Flottille de la Liberté. Ils ont été interceptés par l'armée israélienne, arrêtés, emprisonnés. Arrivez-vous, malgré tout cela, à rester sereine? Bien sûr, déjà parce qu'on est extrêmement bien préparé, mais surtout, on relativise quand on regarde la situation à Gaza, où le danger est beaucoup plus imminent, permanent sur les enfants notamment, et y compris si on parle de la question des prisonniers, notamment en Cisjordanie. On sait qu'eux subissent des traitements extrêmement dégradants, de la torture, ce qui n'est pas le cas jusqu'ici des personnes qui se sont fait arrêter illégalement au sein des équipages. Donc il faut aussi rappeler que nous respectons le droit international, que livrer de l'aide humanitaire est parfaitement légal, naviguer en eau internationale est parfaitement légal, et évidemment contester un blocus qui lui est illégal, c'est légal. Donc nous on a le droit et la légitimité de notre côté, donc s'il nous arrive quelque chose, ce sera évidemment de la responsabilité à la fois de Netanyahou, mais aussi des États qui sont censés nous protéger. Gabrielle Catala, j'imagine que vous avez parlé aux personnes qui avaient pris part au départ de la précédente flottille. Que vous ont-ils dit? Quels conseils vous ont-ils donné? Bien sûr, on a pu discuter avec notre camarade Rima Hassan, eurodéputée insoumise. On a pu discuter avec Reva, qui est un militant écologiste français qui était aussi sur le bateau. Ils nous ont donné de précieux conseils, pareil, qui rejoignent les formations qu'on a fait ici finalement sur le stress, les différents scénarios qui pourraient arriver, et des conseils de vie de tous les jours. Mais je crois que c'est pas le plus important. Nous, on veut pas que la mission se soit centrée sur les personnes qui sont à bord du bateau. On veut que ce soit centré sur le but, c'est-à-dire briser le blocus humanitaire, ma camarade vient de le dire, sur les enfants, puisque c'est une mission qui a un but particulier. On fait ça pour les enfants de Gaza, c'est pour ça que dans l'aide symbolique qu'on transporte, il y a du lait infantile, des couches, des produits d'hygiène, de l'aide alimentaire pour les enfants. On transporte également un certain nombre de jouets, de peluches, et notre bateau s'appelle le Andala, du nom du petit garçon palestinien, du dessin qui symbolise ce jeune garçon qui se retournera que lorsque la Palestine sera libre. Et donc c'est ça le sens de notre mission. Alors avant de parler vraiment de la mission, je sais que c'est le plus important, mais on sait comment Rima Hassan, militante pour la paix à Gaza à la fin du génocide, elle a été, après son départ en bateau, critiquée, elle a été salie par les médias français, même par nos politiques. Emma Fourreau, est-ce que vous êtes préparée à tout cela? Il faut quand même rappeler l'ironie de la situation, c'est qu'on avait des militants d'extrême droite qui, à chaque fois qu'on parlait de Gaza, nous disaient « mais allez-y à Gaza, on vous regarde ». Et quand on veut aller à Gaza, on nous en empêche et ils vont nous dire qu'on fait le selfie boat, où justement on se prend en photo, on se met en scène sur un bateau, alors qu'il faut rappeler la raison de pourquoi on communique sur ces traversées, c'est tout simplement parce que le bateau qui a précédé le Madeleine n'avait pas communiqué du tout sur cette traversée et a été attaqué par des drones israéliens, et c'est passé sous les radars parce que justement personne n'était au courant de la traversée de ce bateau vers Gaza. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'on doit communiquer sur ce bateau, parce que c'est notre garantie de protection, parce que ça permet de mettre de la pression sur Netanyahou. Et on rappelle quand même que s'il y a bien une armée dans le monde qui pratique
le selfie en permanence, c'est l'armée génocidaire israélienne qui va se filmer avec les sous-vêtements des femmes palestiniennes dans les maisons dans lesquelles ils entrent évidemment illégalement. C'est toutes ces vidéos qu'on voit immorales, où on voit par exemple des soldats ouvrir un robinet d'eau et dire les Palestiniens, c'est quoi ça? Les autres ne disent rien, donc pour se moquer du manque d'eau à Gaza, etc. Donc c'est quand même cette armée-là qui se met en scène de manière absolument ridicule, et c'est pas les équipages des bateaux qui partent pour Gaza pour briser un blocus illégal en solidarité avec le peuple palestinien. Gabrielle Catala. Donc, pour répondre... Oui, allez-y, Emma Fourreau, allez-y, terminez. Non, mais juste... Donc pour répondre concrètement à la question, nous on sait pourquoi on y va, on sait pourquoi on le fait, donc toutes les attaques en fait ne nous touchent pas parce qu'on sait qu'elles sont infondées et qu'elles viennent d'un camp politique précis qui, quoi qu'il arrive, soutiendra le génocide en Palestine. Donc ce sont des critiques qui pour nous ne sont pas fondées et donc ne nous touchent pas du tout. Gabrielle Catala, on se souvient de ce qui est arrivé au précédent bateau, le Madeleine. Comment vous expliquez le silence, même la complaisance de nombreux gouvernements européens face à ces actes de piraterie en mer contre des navires, je rappelle, des navires humanitaires? C'est la même complaisance qu'avec le régime israélien en général sur le génocide qui est en cours. On a eu encore une illustration mardi avec l'absence de sanctions prises à l'encontre d'Israël par l'Union européenne ou par les pays qui en sont membres, puisque mardi, les ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l'Union européenne ont décidé de ne prendre aucune sanction contre Israël, donc pas de suspension de l'accord d'association, pas d'embargo sur les armes, pas de suspension de programmes universitaires. Et donc le silence qui a été incapable de dire que c'était une arrestation illégale dans des eaux internationales, puis une détention arbitraire et illégale, et c'était d'ailleurs la première fois qu'une députée européenne était détenue par une puissance étrangère sans que la France n'en touche un mot, et bien là j'imagine que la même chose pourrait se passer, mais il faut toujours se dire que ce que nous faisons est populaire et que le message, la pensée et les communiqués de presse faits par nos dirigeants ne représentent pas le peuple français. Parce que quand on regarde dans les sondages, les Français soutenaient la flottille de la liberté, une majorité de Français sont pour la reconnaissance de l'État palestinien, une majorité de Français sont pour la mise en place de sanctions à l'égard d'Israël, et donc nous représentons les peuples qui se soulèvent, qui manifestent. Il y avait aussi ces grandes marches qui voulaient partir vers Gaza depuis les pays du Maghreb et qui malheureusement n'ont pas pu arriver vers Rafah, et donc c'est lorsque les peuples se mettent en mouvement qu'on peut changer les choses, et c'est par ce genre d'action pacifique, non violente, politique, qu'on montre finalement qu'Israël est du mauvais côté du droit et du mauvais côté de l'histoire, et que c'est nous qui avons raison. Emma Fourreau, vous êtes eurodéputée, vous participez donc à la vie politique de notre pays. Manifestement, ce n'est pas suffisant parce que vous avez fait ce choix de partir en mer. Expliquez-nous pourquoi. Effectivement, ça fait presque 2 ans qu'on observe le génocide à distance, en se sentant impuissant, en recevant énormément de vidéos extrêmement traumatisantes. Et évidemment, c'est rien par rapport au vécu des Palestiniens eux-mêmes, mais du coup, évidemment, on se mobilise sur les réseaux sociaux, on participe au rassemblement, on participe au débat au niveau européen en proposant justement des débats, en proposant des résolutions qui évidemment ne sont jamais acceptées parce qu'on a un 2 poids 2 mesures criant, y compris au Parlement européen, où on ne peut pas toucher à Israël. Et donc, c'est face à ce sentiment d'impuissance que quand on m'a proposé de monter à bord de ce bateau, j'ai évidemment aussitôt accepté parce qu'on voit bien que c'est un moyen politique efficace, parce que quand le Madeleine est parti, ça a permis de parler et de recentrer le débat politique sur la question du génocide à Gaza. Et on rappelle quand même qu'il n'y a rien de pire au monde qu'un génocide, et donc c'est pas acceptable d'arrêter d'en parler ou de considérer que bon, on passe à autre chose, alors que évidemment c'est toujours en cours. Et là en plus on est dans une période particulière où c'est les vacances pour beaucoup de personnes. Donc on peut aussi en plus avoir tendance à les oublier plus facilement. Donc c'est important de partir, y compris cet été, de continuer à en parler, d'en faire un sujet politique. Et évidemment, nous, on espère arriver à Gaza, mais on sait que ce sera déjà une victoire si on arrive à mobiliser les citoyens, les médias sur la question de Gaza. Gabrielle Catala, vous le disiez tout à l'heure, vous partez pour les enfants gazaouis. Rappelez-nous la proportion d'enfants tués par Israël pendant ce génocide. Eh bien, d'après les Nations Unies, ce ne sont pas les chiffres du Hamas, 70% des personnes qui ont été assassinées par Israël sont des femmes et des enfants. L'année dernière, on avait ce rapport, c'était il y a 1 an déjà, qui montrait qu'en 4 mois, plus d'enfants avaient été assassinés à Gaza qu'en 4 ans dans le reste des conflits mondiaux. On a ensuite encore eu la semaine dernière ce rapport d'MSF
qui a fait une étude sur ses propres salariés, sur ses propres volontaires, puisque même si MSF, en raison du blocus humanitaire, ne peut pas opérer directement depuis l'étranger, il y a toujours des Palestiniens qui travaillent pour MSF directement sur place, eh bien, ils se sont rendus compte que quand on regarde leurs salariés et leurs familles autour, 50% des personnes tuées sont des enfants. Et la population gazaoui est très jeune, c'est 2 millions de personnes qui sont en situation de famine, et parmi ces 2 millions de personnes, eh bien, il y a 1 million d'enfants. Et je voudrais rappeler, au-delà des enfants, la situation des femmes et des jeunes filles en général, puisque c'est toujours assez troublant de toutes ces personnes qui se postent, qui s'identifient en tant que féministes en France et en Europe, mais qui ne disent rien quand ONU Femmes sort un rapport selon lequel toutes les heures, une femme ou une jeune fille est assassinée par l'armée génocidaire israélienne. Et donc c'est pour ces enfants qui pour l'instant sont privés de futur, c'est aussi pour ça qu'on parle de futuricide, puisque le génocide à Gaza a finalement fait émerger de nombreux mots, de nouveaux vocabulaires, le futuricide, l'éducide, pour dire que les écoles n'existent plus aussi pour ces enfants. Et donc c'est pour tous ces enfants-là que nous partons avec le bateau Briser le blocus. Et d'ailleurs, je ne veux pas qu'on intériorise que nous n'allons pas y arriver, que nous allons être arrêtés, puisqu'il faut rappeler que dans les années 2010, un bateau a réussi à arriver jusqu'à Gaza, où il était attendu au port par des centaines de Palestiniens très émus de voir arriver ce bateau qui a réussi à briser un blocus qui n'a pas commencé en octobre 2023, qui a commencé en 2007. Emma Fourreau, vous parliez tout à l'heure du traitement d'Israël au niveau du Parlement européen, mais il faut le rappeler, l'Europe a une marge de manœuvre, elle a les moyens d'agir contre le gouvernement de Benyamin Netanyahou, mais elle ne le fait pas parce qu'elle ne le veut pas. Effectivement, parce qu'on a vraiment une géopolitique au niveau européen à deux vitesses. Et donc, dès qu'il s'agit de sanctionner Israël, eh bien, on se cache, on n'ose pas. Et donc, il y a ce fameux accord d'association entre l'Union européenne et Israël, qui est le premier accord d'association pour Israël. Et donc, on finance indirectement le génocide, puisqu'on permet aux produits israéliens de rentrer de manière facilitée sur le marché européen. Et dans cet accord d'association, on a une clause, c'est l'article 2, de respect des droits de l'homme. Et donc, si les droits de l'homme ne sont pas respectés par Israël, alors cet accord doit être immédiatement suspendu. Et on a, justement, ça a été dit par Gabriel, les ministres des Affaires étrangères qui se sont réunis, qui ont dit qu'il y avait bien violation des droits de l'homme, mais qui n'en tirent aucune conclusion, et qui donc ne suspendent toujours pas cet accord d'association. Donc c'est une honte absolue. Déjà, le fait de reconnaître qu'il y a une violation des droits de l'homme que maintenant, alors que ça fait quasiment 2 ans qu'on a un génocide, c'est déjà une première insulte pour le peuple palestinien. Mais ensuite dire, oui, les droits de l'homme sont violés, mais on n'en a rien à foutre et on continue à soutenir Israël, c'est vraiment une folie pure. Sachant qu'ensuite, au sein des États membres de l'Union européenne, on a des États, et notamment la France, qui livrent soit des armes à Israël, soit des partis qui servent ensuite à armer l'armée israélienne. Donc on a une complicité qui est directe, qui est quasiment assumée, avec Emmanuel Macron qui est complice et qui nous envoie balader en disant « je vais reconnaître l'État de Palestine », mais en fait non, j'attends que que le Royaume-Uni fasse la même chose, et en fait on ne va pas faire. Enfin, c'est se moquer du monde, c'est insulter le peuple palestinien, alors que reconnaître l'État palestinien, c'est la première chose à faire, c'est quelque chose de symbolique qui est très facile à faire. Il y a de nombreux États en Europe qui l'ont déjà fait. La Suède, ça fait très longtemps qu'elle reconnaît par exemple l'État palestinien. On a eu l'Espagne plus récemment. Donc c'est quelque chose qui est facile à faire, qui est accessible et qui n'est pas suffisant. Mais rien que ça, Macron n'est même pas capable de le faire. Donc c'est dire la honte dans laquelle Macron et l'Union européenne nous plongent tous les jours. Et c'est aussi pour ça qu'en tant qu'élus, c'est important pour nous de partir sur ce bateau pour dire qu'il y a des femmes politiques et des hommes politiques qui, eux, sont du côté des peuples, sont du côté du peuple palestinien et ont honte tout pareil que la population quand on entend Emmanuel Macron, quand on le voit agir de la sorte. Donc c'est important de dire qu'il y a des élus qui sont du côté du peuple palestinien qui se battront jusqu'au bout à leur côté. Gabrielle Catala, je vous voyais acquiescer en tant que députée française. Cette inaction de l'État français, c'est insupportable ? Oui, c'est insupportable, surtout quand on regarde tout ce que pourrait faire la France. Au-delà de porter au niveau européen la rupture de l'accord d'association, comme l'a fait l'Espagne, la France pourrait décréter un embargo sur les armes. C'est grâce à des syndicalistes à Fos-sur-Mer, dans différents ports français, que des cargaisons ont pu être bloquées
et ne pas être livré à Israël pour être utilisé ensuite pour massacrer le peuple palestinien. La France, elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, donc elle pourrait mettre à l'ordre du jour des résolutions pour des sanctions à l'égard d'Israël. Elle ne le fait pas. La France, elle pourrait, sans l'Union européenne, prendre toute seule des sanctions diplomatiques et des sanctions économiques. Elle pourrait convoquer l'ambassadeur israélien à chaque fois qu'il y a un massacre pour lui demander des explications, voire même envisager de l'exclure, parce que moi, il me semble, par exemple, qu'actuellement, on n'a pas d'ambassadeur russe à Paris, donc je ne vois pas pourquoi nous avons toujours un ambassadeur israélien. Elle pourrait décider, bien sûr, de respecter la liberté d'expression quand certaines personnes manifestent et font part d'un désaccord, et elle ne le fait pas. À la place, elle engage des poursuites pour apologie du terrorisme, et elle souhaite, le ministre Retailleau envisage toujours de dissoudre Urgence Palestine. Elle pourrait bien sûr reconnaître l'État palestinien, et là, il faut pareil se rappeler que nous sommes isolés sur ce sujet-là, puisque 148 pays dans le monde le font déjà, donc les pays occidentaux qui décident de continuer à être complices d'Israël et des États-Unis, puisque tout cela est aussi une question d'impérialisme américain avant tout, la France est isolée sur le plan international là-dessus. Et donc il y a un certain nombre de choses qu'elle pourrait faire qu'elle ne fait absolument pas, et elle est finalement silencieuse, et c'est triste à voir de se dire que la dernière fois que la France a parlé au monde, c'était en 2003, donc c'était il y a plus de 20 ans quand elle a dit non à la guerre en Irak, et que depuis, elle a été totalement reléguée sur le plan diplomatique en un pays secondaire qui n'a finalement pas grande utilité. Et je voudrais rajouter aussi une dernière chose sur le respect de la Cour pénale internationale, puisque le Premier ministre Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, font l'objet d'un mandat d'arrêt international de la CPI. Et là encore, la France a inventé une immunité qui n'existe pas en droit international, et elle a autorisé Netanyahou à survoler 3 fois son espace aérien, ce qui, en vertu du statut de Rome, est totalement interdit, et tout cela affaiblit tout le système international finalement, et montre que le système international ne sert qu'à l'Occident quand cela va à son avantage, mais lorsque ce sont des peuples qui ne sont pas des peuples occidentaux, finalement, le droit international ne s'applique pas à eux. Emma Fourreau, tout à l'heure, vous parliez des médias. Vous disiez que les médias ne traitaient pas assez le génocide à Gaza. J'ai envie même d'aller plus loin. Ils le traitent très mal. Bien sûr, et même dans des articles, dans des médias extrêmement partagés, on va encore voir le terme guerre à Gaza, ou pire, justement, on va avoir des médias qui relaient sans aucun fact-checking la propagande de l'armée israélienne, et notamment quand on a eu l'interception du Madlin, donc le kidnapping totalement illégal de l'équipage, la confiscation illégale du bateau et la mise ensuite en prison toujours illégale de l'équipage, on avait des médias français, y compris sur le service public, qui disaient « Non mais vous inquiétez pas, l'armée israélienne a dit qu'ils allaient récupérer l'aide humanitaire du bateau pour l'envoyer à Gaza. » Donc c'est quand même une folie de voir des médias français reprendre mot pour mot la propagande israélienne, alors même qu'on voit aujourd'hui à quoi ressemble une distribution alimentaire à Gaza, où ce sont en fait des pièges mortels, où on va organiser en fait des distributions qui sont faites pour que ça se passe extrêmement mal, avec des soldats qui vont tirer des balles dans la tête, des pères de famille qui vont chercher des sacs de farine pour leurs enfants parce que leur enfant pleure littéralement de faim. Et donc c'est un sadisme absolu, et on a des médias français qui vont cacher ces faits-là ou qui vont relayer la propagande. Donc c'est extrêmement important d'avoir des médias indépendants qui relaient ce qui se passe véritablement à Gaza, et c'est aussi pour ça qu'on appelle la population, les gens qui soutiennent le peuple palestinien, à relayer eux aussi les informations qu'on voit très peu pour pouvoir partager ce qui s'y passe vraiment. Et on parle quand même d'un génocide qui est filmé. Donc en fait on ne peut pas nous mentir comme ça, on voit les images, et les images qui sortent sont évidemment une infime partie de ce qui se passe réellement. Mais personne aujourd'hui peut prétendre que tout se passe bien à Gaza, que l'armée israélienne, que Netanyahou respecte le droit international. On ne peut pas gober cette propagande, et pourtant on a des médias français qui s'acharnent à continuer à la relayer, donc, et en toute honte, quoi. Donc c'est important d'avoir ce contre-discours permanent pour vraiment parler de la situation réelle des Palestiniens sur place, sachant que on a aussi beaucoup de Palestiniens qui partagent leur quotidien avec leur famille, leurs pertes, leurs douleurs sur les réseaux sociaux. Donc on peut aussi directement suivre les Palestiniens, les journalistes palestiniens qui, eux, nous parlent véritablement de leur quotidien à Gaza et de toutes les exactions, de toutes les violations des droits de l'homme qu'ils subissent tous les jours.
Alors vous parliez justement, Emma Fourreau, de ces fondations, je mets les guillemets, humanitaires, qui distribuent de l'aide alimentaire aux Gazaouis, des fondations dirigées par Israël, supervisées par les Américains. Vous dites que ce sont des pièges mortels. En fait, c'est juste une manière de concentrer les Gazaouis affamés au même endroit pour les humilier, ou pire, leur tirer une balle dans la tête. Gabriel Catala, que répondez-vous donc à ceux qui estiment que l'aide humanitaire ne peut passer que par des canaux officiels et que les initiatives citoyennes comme celle-ci sont trop risquées? Quand on regarde les canaux, selon eux, ce qu'est un canal officiel, déjà on peut que s'interroger. La Gaza Humanitarian Foundation, elle a été créée en Suisse pour faire disparaître les Nations Unies du territoire gazaoui, c'est-à-dire pour éviter que les Nations Unies, leurs agents, puissent relayer et surtout documenter les crimes de guerre. Ils ont créé cette fondation de toutes pièces qui, selon les Nations Unies, constitue un crime de guerre puisque la population est déplacée sur à peine 15% du territoire, puis elle a accès sur un espace très réduit à ces distributions qui conduisent à des assassinats. Aujourd'hui, on est à 800 morts et plus de 5000 blessés, des personnes qui venaient récupérer de l'aide humanitaire. Et surtout, l'aide humanitaire, elle est nettement insuffisante quand on regarde le nombre de choses qui entrent sur le territoire pour le nombre de personnes et leurs besoins. À Gaza, il y a quand même 2 millions d'habitants qui vivent un génocide depuis 21 mois. L'humanitaire, c'est pas que de l'aide alimentaire basique, immangeable. L'humanitaire, c'est répondre à tous les besoins d'une population, aussi en termes d'hygiène, de santé, d'éducation, etc. Donc cette fondation-là, qui se substitue au canal officiel des Nations Unies, elle ne permet absolument pas aux Gazaouis de vivre dans la dignité. D'ailleurs, on ne devrait pas se réjouir, même si l'aide humanitaire entrait avec les Nations Unies et qu'elle était suffisante. On ne doit pas se réjouir qu'un pays dépende de l'aide humanitaire. C'est intolérable. Parce qu'avant le 7 octobre, déjà, 80% de la population palestinienne dépendait de l'UNRWA et des Nations Unies. Pourquoi ? Parce que le blocus, qui date de 2007, faisait en sorte qu'un certain nombre de quotas de camions rentrent par jour, maintenant les Gazaouis dans la malnutrition avec un nombre de calories qui était calculé, en faisant en sorte que les écoles ne fonctionnent pas normalement, que le système de santé ne fonctionne pas normalement non plus, et alors que Gaza, si les droits des Palestiniens étaient respectés, déjà ils auraient le droit de pêcher comme ils le veulent pour subvenir à leurs propres besoins par la mer. Ensuite, il y a un certain nombre de terres agricoles qui devraient leur permettre de subvenir à leurs propres besoins, et surtout, comme n'importe quel peuple, ils devraient être libres de traverser les frontières et de répondre eux-mêmes à tous leurs besoins en important et en exportant tout ce qu'ils souhaitent. Et donc, lorsque l'aide humanitaire sera rétablie via le canal des Nations Unies, le combat premier, c'est ensuite que le peuple palestinien puisse s'auto-déterminer et qu'il ne dépende pas du système onusien, de l'Occident et des Nations Unies en général. Alors, la société civile, elle semble parfois impuissante face à l'ampleur du drame à Gaza. Justement, quel levier de mobilisation reste-t-il à la société civile pour peser réellement sur la politique française, européenne ou étrangère, Emma Fourreau? Déjà, il ne faut pas sous-estimer la mobilisation parce que si les peuples n'avaient pas bougé, on peut être sûr que la situation serait pire et qu'il n'y aurait aucune initiative prise par les États. Déjà, le fait que l'Union européenne annonce examiner l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël pour justement voir s'il y a des violations des droits de l'homme ou pas, ça, c'est déjà quelque chose qui a été obtenu par les mobilisations, par le fait qu'il y ait des rassemblements toutes les semaines, partout en France, partout en Europe, partout dans le monde, dû au fait aussi qu'il y a eu les jeunes notamment qui se sont beaucoup mobilisés, y compris très jeunes, en bloquant leur lycée en soutien au peuple palestinien, en bloquant les universités en soutien avec le peuple palestinien. Donc, évidemment, ce sera jamais assez, ça n'ira jamais assez vite parce qu'un génocide, il faut l'arrêter du jour au lendemain, point. Donc, évidemment que ce sera toujours insuffisant à nos yeux, toujours douloureux. Pour autant, si on ne se mobilisait pas, la situation serait bien pire, et y compris en termes de soutien moral avec le peuple palestinien. Moi, je reçois beaucoup de messages, même sur Instagram, de Palestiniens qui me font des vocaux depuis Gaza pour me dire à quel point ils sont fiers de voir qu'on est en solidarité avec eux, de voir qu'on envoie des bateaux, de voir qu'on se mobilise sur les réseaux sociaux. Évidemment que ça n'empêchera pas les bombes de tomber, évidemment que ça n'amènera pas directement de la nourriture, mais c'est aussi important qu'ils ne se sentent pas isolés et qu'ils voient que leur combat
retentit dans le monde entier, qu'on les soutient, qu'on les regarde, qu'on ne les lâche pas. Donc c'est aussi important, y compris moralement pour eux, de leur témoigner cet amour, cette affection, également de participer aux cagnottes en ligne qu'ils mettent pour protéger leur famille, pour pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, fuir Gaza, pour essayer de se reconstruire plus loin, même si évidemment, toutes les personnes qui ont réussi à fuir Gaza sont toujours plongées dans une douleur terrible, parce que certes, il y a la sécurité physique, mais la sécurité psychique n'est jamais assurée quand on a sa famille qui est restée à Gaza. Donc voilà, il faut aussi relayer les histoires de ces familles, parce que c'est ce qu'elles nous demandent, de toujours parler de leurs histoires, de parler de leur vécu, et continuer à mettre la pression sur les États. Parce qu'à un moment, les États vont commencer à voir que le vent tourne, que l'opinion publique est majoritairement du côté du peuple palestinien. C'est ça qu'il faut faire comprendre. Et que les soutiens du génocide sont isolés, que Macron ne doit pas écouter leur voix à eux, la voix du sang, mais au contraire écouter la voix de la paix, du droit international. Donc c'est un combat qui est difficile, qui est long, mais qu'il ne faut pas lâcher. Emma Fourreau, avant de vous laisser vous reposer, avant de prendre la mer, peut-être un dernier mot. Quel est le message que vous voulez faire passer? D'abord Emma, et puis après vous, Gabriel Catala, okay, ou comme vous voulez. Vas-y. Le message, pour moi, il est très simple, c'est qu'on sera toujours du côté du peuple palestinien, que sa résistance est héroïque et qu'il faut réussir à relayer leur mobilisation et continuer à condamner, évidemment, nos États qui sont complices du génocide aujourd'hui, et montrer que les peuples, eux, sont du côté du peuple palestinien et pas du côté de la voie génocidaire empruntée par la plupart des chefs d'État aujourd'hui. Alors vous êtes eurodéputée et députée française, on le sait, vous n'allez peut-être pas, enfin certainement pas être invitée sur nos grands médias, les médias mainstream, mais je sais pertinemment ce qu'ils vont vous demander. Gabriel Catala, cette question, c'est pour vous. Qu'est-ce que vous leur répondriez s'ils vous demandaient que cette flottille, finalement, ce bateau, c'est juste de la provocation? Ce qui est de la provocation, c'est surtout de ne rien faire et de ne pas respecter le droit international quand on prétend l'avoir écrit et quand on aime qu'il soit respecté pour soi-même. Il me semble que la France, lorsqu'elle est attaquée, invoque toujours le droit international, les principes des Nations Unies. Elle rappelle toujours qu'elle est un pays puissant parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité. Mais lorsqu'il faut prendre des mesures concrètes, elle ne le fait pas. Donc nous, on sait très bien qu'on va subir un certain nombre d'attaques comme la flottille précédente, c'est-à-dire la croisière TikTok, la croisière Instagram, le bateau du Hamas. Ce sont des gens qui ne font rien, ils sont en vacances en réalité. Ma camarade et moi, on n'est pas du tout en vacances, d'ailleurs on les a annulés. On est là vraiment pas pour notre petite personne, mais pour la cause en général. Tout le monde ici doit s'effacer au profit d'une cause plus grande que nous, qui est portée par ce bateau qui symbolise la liberté des peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et surtout le respect de la justice et du droit international. Nous, on est là parce qu'on y croit, on croit à ces principes et on est là pour les porter, comme toutes les personnes qui sont avec nous sur ce bateau, qui viennent d'horizons différents. On a, par exemple, sur ce bateau, un franco-américain qui s'appelle Frank Romero, qui est un avocat qui porte la voix du peuple palestinien à la Cour pénale internationale. C'est lui l'avocat de la Palestine à la CPI. On a un syndicaliste, Chris Small, qui est la première personne à avoir créé un syndicat Amazon et à avoir porté la lutte des travailleurs Amazon aux États-Unis, où un syndicat Amazon n'existait pas, parce que la lutte pour le peuple palestinien, c'est aussi une lutte anticapitaliste. C'est l'économie de guerre qui est portée par Israël et par les États-Unis. C'est ce que le capitalisme peut faire de pire. D'ailleurs, il y a un très beau livre d'Andreas Malm qui s'appelle « Pour la Palestine comme pour la terre » et qui joint l'écocide, le génocide et la lutte anticapitaliste, puisque tant que la Palestine brûlera, la terre continuera à brûler. Sur ces mots, je vais vous quitter, Gabriel Catala et Emma Fourreau. Gabriel Catala, députée française LFI, Emma Fourreau, eurodéputée LFI. Vous êtes toutes les deux au départ de Gaza sur le Andala, un bateau, un chalutier, un ancien chalutier de la flottille de la Liberté. Vous allez bientôt partir pour Gaza sur ce bateau. 18 personnes, des couches pour les bébés, du lait infantile, parce que vous l'avez dit, cette mission, c'est pour les enfants gazaouis, mais ceci pour mettre la pression sur les institutions. Merci à vous, mesdames. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur le média.